Si l'arrivée de la machine a engendré la révolution industrielle et a transformé le libre marché en un asservissement de la population par les riches, les propriétaires des machines, les machines intelligentes vont mettre fin au libre marché et apporter la plus grande libération dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi ? Parce que les machines intelligentes vont s'accaparer tous les emplois. Les machines intelligentes vont libérer l'humanité de l'obligation de travailler pour vivre, ce qui est à la base du libre marché. Pour que le libre marché fonctionne, on a vu que le flux de monnaie qui va des consommateurs aux propriétaires des moyens de production doit revenir aux consommateurs. Il revient par l'intermédiaire des salaires. Les consommateurs travaillent pour les propriétaires des moyens de production. On a vu déjà que ça crée des dysfonctionnements, puisque le système doit s'endetter pour pouvoir assurer que les entreprises soient profitables et que les consommateurs ne perdent pas de leur pouvoir d'achat. Alors maintenant, si vous réduisez le nombre des emplois, bien automatiquement, vous réduisez le pouvoir d'achat des consommateurs. Vous réduisez alors le niveau de consommation et l'activité économique. Moins d'emplois, moins de personnes ont les moyens d'acheter la production, moins de profit, moins d'emplois, et on entame une spirale de récession. C'est pourquoi nos économistes et nos politiciens s'acharnent à trouver des emplois à la population. Alors maintenant, quand vous introduisez une technologie qui permet de travailler plus vite, mieux et moins cher que les êtres humains, ils vont perdre leurs emplois et ça va effondrer toute l'économie. Dans l'économie de marché telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, les machines intelligentes qui normalement devraient nous apporter plus de prospérité, en fait non, elles nous apportent plus de pauvreté. Tous les fantastiques gains de productivité vont aux propriétaires des machines, les propriétaires des moyens de production, et ne retournent pas aux consommateurs qui ont perdu leurs emplois. Et ça effondre le système. Et les économistes du libre marché sont dans la panique la plus totale. Il n'y a aucune chance que le système puisse survivre à une perte d'emploi massive. Et ironiquement, c'est la libre compétition, le principe même fondateur du libre marché, qui est à la base de son effondrement. Pour être plus compétitif, vous devez être plus productif, et pour être plus productif, eh bien maintenant vous devez utiliser les machines intelligentes au lieu des humains. Vous ne pouvez pas éviter l'effondrement total sans abandonner la libre compétition, sans abandonner la liberté d'utiliser des machines intelligentes au lieu des humains, sans abandonner le principe du libre marché. Le libre marché est en train de couler, et les économistes et les politiciens essayent en vain de boucher les trous. Ils constatent l'aggravation des inégalités, et c'est sûr, les gains de productivité vont bénéficier principalement aux propriétaires des moyens de production, aux dépens des consommateurs qui perdent leurs emplois. Alors, une idée qui revient souvent, c'est pourquoi pas créer une taxe sur les robots ? Et l'argent collecté par cette taxe pourra aider ceux qui ont perdu leur emploi. Cela ne va pas marcher pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand on taxe les entreprises, l'argent des taxes va être transféré sur le prix des produits et des services. On augmente les taxes, mais on augmente aussi le prix des biens et des services, donc on ne fait que contribuer à l'inflation. L'argent qu'on voulait donner aux consommateurs, ils devront le dépenser sous forme d'inflation. Une autre raison est que si vous taxez les machines, vous aurez aussi d'autres pays qui ne le feront pas. Et ces pays seront très contents d'accueillir vos entreprises. Ils vont leur offrir de meilleures conditions pour qu'elles puissent augmenter leurs profits. Une autre bonne raison, c'est que ça va freiner la libération des travailleurs qui préféreraient ne pas travailler. Un être humain ne devrait pas avoir à faire ce qu'une machine pourrait faire à sa place. Éthiquement, il est préférable de décourager les entreprises de créer des emplois, mais plutôt de faire travailler les machines. Taxer les riches ne sera pas efficace,
Mais ça sera aussi très difficile à cause de toutes les combines d'évasion fiscale, mais aussi à cause du contrôle qu'ils ont sur les politiciens et le gouvernement. Il y a une autre idée, à part de taxer les riches, qui en ce moment prend de l'ampleur, c'est ce qu'on appelle le revenu de base ou le revenu universel. L'idée, ça serait de donner à tout le monde un minimum d'argent pour vivre, et comme ça, on va pouvoir éviter l'extrême pauvreté créée par les machines intelligentes. Le problème, c'est comment on va le financer. Taxer les entreprises, taxer les riches, on a déjà vu que ça n'allait pas marcher. Alors d'où va venir l'argent ? Le gouvernement pourrait nationaliser les banques et créer sa propre monnaie. Mais tout l'argent qu'il va créer et donner aux consommateurs va s'accumuler dans les poches des propriétaires des moyens de production. Si elle s'accumule, la monnaie va perdre de son intérêt et sera dévaluée. Donc elle devra être recyclée. Alors ça sera recyclé en achetant tous les biens possibles des consommateurs et du gouvernement. Ils vont se mettre à acheter les propriétés, les terrains, les services publics, tout ce qu'ils peuvent acheter. Ou le gouvernement va recycler l'argent des riches en leur empruntant. Et vous vous retrouvez avec le même problème d'un gouvernement qui s'enfonce dans la dette à un rythme encore plus élevé qu'il est actuellement. Réalisez que le revenu universel, c'est juste un sparadrap qui va permettre au système d'éviter la grande famine et la misère qu'il va générer. Mais ça ne va pas régler les problèmes de la répartition de la richesse. Le revenu universel, c'est comme si des esclaves demandaient à leur maître la nourriture qu'ils ont besoin pour survivre. Lorsque le problème, c'est les chaînes qu'ils portent. Ils doivent se concentrer sur comment se libérer des chaînes, pas essayer de trouver des solutions pour s'accommoder d'un système qui les a servis. Pour éviter son effondrement, le système va sûrement faire une injection massive d'argent en créant de grands projets pour mettre tout le monde au travail, essayer de faire de la croissance. Mais ça va pas marcher. Les riches, les propriétaires des moyens de production vont s'enrichir encore plus. Et ils vont recycler leur argent en dépossédant les consommateurs et le gouvernement de tous leurs biens. Et on augmente encore plus ces inégalités. S'acheter une maison ou du terrain, ça deviendra inabordable. Les corporations et les riches vont finir par tout posséder. C'est déjà en train de se passer comme ça. Ça va juste accélérer le processus. Il n'est pas possible de sauver le système de l'effondrement total créé par les machines intelligentes. Il faudra changer de système. Le nouveau système économique qui remplacera le libre marché devra trouver des réponses et des solutions au dysfonctionnement du libre marché. Et dans notre analyse, nous avons identifié 5 dysfonctionnements, 5 gros problèmes du libre marché. Le premier, c'est le contrôle de l'économie et de la masse monétaire par un petit nombre d'individus, les maîtres de la monnaie. Le deuxième problème, c'est l'utilisation d'une monnaie nationale, celle des États-Unis, comme monnaie pour les échanges internationaux. Le troisième problème, c'est la création de la monnaie par la dette. Le quatrième problème, c'est la nécessité pour le gouvernement de s'endetter toujours plus pour maintenir le niveau de la circulation de la monnaie dans l'économie. Et le cinquième problème, c'est la disparition des emplois et la perte du pouvoir d'achat des consommateurs due à l'arrivée des machines intelligentes. Le premier problème, le problème de la propriété des banques et des banques centrales, peut être résolu très simplement en nationalisant les banques. Et c'est la première étape. C'est celle qui donne la possibilité au gouvernement de reprendre le contrôle de l'économie. Et tous les économistes et les politiciens qui n'incluent pas ça dans leurs programmes et leurs analyses comme une priorité ou comme la priorité la plus importante, alors ça veut dire deux choses. Ou bien ils ne comprennent rien au système, ou alors ce sont des serviteurs, des maîtres de la monnaie, et il ne faut pas les écouter et voter pour eux.
Les maîtres de la monnaie et ceux qui les soutiennent doivent être jugés pour leurs crimes, pour les crimes les plus horribles qui ont duré des centaines d'années. Et toute la fortune qu'ils ont accumulée en s'accaparant la création monétaire doit retourner à la communauté parce qu'elle a été créée par du racket. On ferait ça pour n'importe quel mafioso ou racketteur. Ils doivent être dépossédés de leur fortune et de la source de leur pouvoir. Il est important qu'on les connaisse et qu'on les expose, qu'on leur enlève leur pouvoir. Il faut savoir qui ils sont, ce qu'ils ont fait exactement, et ils peuvent toujours se faire pardonner une fois qu'ils se sont repentis et réparé leurs crimes. Les crimes qu'ils ont commis eux-mêmes et leur famille avant eux. On pourra changer de système une fois qu'on aura expulsé du pouvoir ceux qui profitent de l'ancien système et qui veulent garder le status quo. Le deuxième problème qui doit être résolu, c'est l'usage de l'US dollar pour le commerce international. Là aussi, ça peut être simplement résolu en créant une monnaie mondiale avec un gouvernement mondial qui la superviserait et la contrôlerait. Un gouvernement mondial est une nécessité dans un monde qui est interconnecté et interdépendant. Ce que l'on fait dans une partie de la planète peut affecter toutes les autres parties. Il est important de réaliser que la monnaie mondiale est la décision la plus importante que l'on puisse prendre pour unifier la planète et apporter la paix et la prospérité dans le monde entier. Plus que la langue, la religion ou la culture, c'est la monnaie qui a unifié les peuples pour former des nations ou des empires. Et une monnaie unique va nous permettre de créer une civilisation planétaire. C'est l'utilisation d'une monnaie unique qui permet l'abolition des frontières entre deux pays. C'est le libre-échange, la libre circulation des produits et des services qui permet d'unir les peuples, parce qu'en échangeant, ils bénéficient l'un de l'autre. Les gens deviennent interdépendants les uns des autres, et donc ils ont besoin d'être amis et de s'unir. La création d'une monnaie unique et la nécessité d'un gouvernement mondial pour la contrôler va empêcher les guerres. Parce que ça sera impossible à des pays de créer ou d'avoir accès à l'argent qui est nécessaire pour partir en guerre. Et une fois qu'un gouvernement mondial peut créer sa monnaie, eh bien, il a les moyens financiers de résoudre les problèmes planétaires, comme par exemple la démilitarisation, la surpopulation et la pollution de la planète. On va encore mieux comprendre pourquoi la monnaie unique va apporter la paix et la prospérité en regardant le problème suivant, qui est la création de la monnaie par la dette. On a vu que la monnaie était créée par la dette. Donc ça veut dire que s'il y en a qui ont de l'argent, d'autres ont nécessairement des dettes. Ça veut dire pour qu'il y en a qui s'enrichissent et accumulent de l'argent, il faut que d'autres s'appauvrissent et accumulent des dettes. Et quand vous avez des dettes, mais vous savez que c'est comme un boulet, c'est comme avoir des chaînes, et vous devez vous mettre au service des autres pour repayer vos dettes. Et ça va assurer qu'il y a suffisamment de gens qui doivent venir tous les jours travailler pour supporter le système. Mais aussi on a vu que la dette, la croissance de la dette, est la cause des cycles économiques et engendre des récessions. On ne peut pas augmenter la masse monétaire pour avoir plus de prospérité sans aussi augmenter le poids de la dette. Et pour illustrer ça avec une image, imaginez une personne au pied d'une montagne et cette personne souhaite la grimper. Mais à chaque fois qu'elle fait un pas en avant, elle va mettre une pierre dans son sac à dos. Plus il monte la montagne, et plus lourd sera le sac à dos. Jusqu'où va-t-il pouvoir monter jusqu'à ce qu'il tombe et redescende? Si on traduit cette image en termes économiques, on va pouvoir augmenter la masse monétaire pour faire de la croissance jusqu'au moment où le poids de la dette est si lourd que ça crée une récession. Alors ici, la solution est très simple. On n'est pas obligé de créer de l'argent par la dette.
Pourquoi on s'est mis à créer de l'argent par la dette? Parce que les maîtres de la monnaie l'ont voulu ainsi. Une fois qu'on a nationalisé les banques, il est possible de créer sa propre monnaie sans s'endetter et sans payer d'intérêt. Alors il y a une grande discussion en ce moment pour en finir avec ce système monétaire qui nous a servi par la dette, et certains veulent retourner à l'étalon or. Ça serait une grosse erreur, parce qu'on sera toujours limité par la quantité d'or. La monnaie ne devrait pas être quelque chose de rare ou de précieux. C'est un outil qui a été créé et qui est nécessaire pour faciliter les échanges. Si elle devient rare, eh bien c'est un énorme handicap pour notre développement et notre prospérité. Ça doit être quelque chose qui ne doit pas être en abondance, mais en correspondance avec nos capacités de production. Notre production ne doit pas être limitée par une quantité d'or, mais par la quantité de ressources dont nous disposons et notre volonté à travailler. Parce que l'on peut souhaiter dépenser notre énergie et notre temps à autre chose qu'à travailler pour produire plus. Et un autre problème avec le retour à l'étalon or, c'est que ça donnerait un énorme avantage à ceux qui possèdent des mines d'or. Et vous allez recréer tous les problèmes de géopolitique pour acquérir les mines d'or. Et vous aurez toutes les superpuissances qui vont essayer d'acquérir le contrôle des mines par la force. Il y a une autre idée qui est proposée en ce moment, c'est les crypto-monnaies. C'est intéressant, mais on a les mêmes problèmes qu'avec l'or. Les crypto-monnaies, telles qu'elles sont conçues aujourd'hui, sont conçues pour être rares. Elles acquièrent leur valeur en étant précieuses. C'est comme avec l'or. Ça va limiter notre développement. C'est une monnaie spéculative que vous avez intérêt à garder, parce que vous savez qu'avec le temps, sa valeur va augmenter. Donc, c'est de la monnaie qui n'est pas conçue pour circuler et faciliter les échanges. Un autre gros problème, c'est la quantité d'énergie qui est nécessaire pour fabriquer de la crypto-monnaie. Pourquoi consommer tellement d'énergie alors qu'on peut créer de la monnaie à partir de rien? Ce n'est que des chiffres sur un compte bancaire. Telles qu'elles sont conçues, c'est un gaspillage énorme. Ce gaspillage d'énergie est vraiment un gros problème. C'est pour ça, telles qu'elles sont conçues aujourd'hui, les crypto-monnaies ne sont pas la solution. Les crypto-monnaies et les monnaies alternatives sont en fait une réaction au manque de circulation de la monnaie dans le système, mais aussi au manque de confiance dans ceux qui créent la monnaie. Et ça va être résolu par la nationalisation des banques. C'est à la communauté de créer sa propre monnaie et d'en donner la responsabilité à des personnes ou à des systèmes dans lesquels ils ont confiance. La monnaie, en fait, n'a pas besoin d'être garantie par quoi que ce soit, elle n'a pas besoin d'être créée par de la dette, elle a juste besoin de la confiance de la population pour l'utiliser dans les échanges. Et si une communauté est en charge de sa propre monnaie, elle lui fait confiance automatiquement. Donc il faut nationaliser les banques, mais aussi il faut créer une monnaie unique, une monnaie mondiale, si on veut éliminer toutes les crises financières. Et j'entends par là la contraction de la production, les faillites, l'augmentation du chômage et la réduction du pouvoir d'achat des consommateurs, qui sont complètement inutiles et indésirables. Quand un pays crée de la monnaie pour le donner à la population pour augmenter le pouvoir d'achat et générer de la prospérité, le problème c'est que les gens vont se mettre à acheter plus de produits à l'étranger. Et ils vont aussi vouloir plus voyager. Ça va déséquilibrer la balance commerciale et la monnaie va être dévaluée. Donc vous pourrez créer autant d'argent que vous avez besoin, mais il va falloir fermer les frontières et empêcher les gens à acheter des produits et dépenser de l'argent à l'étranger. Vous allez les empêcher de voyager. Donc vous devez vous couper du reste du monde. Vous devez vous couper de la technologie et des ressources qui sont en complémentarité avec votre économie. Dans un monde où les pays ont des monnaies différentes,
Un pays ne peut pas créer de la monnaie à volonté sans voir sa monnaie être dévaluée par les autres pays. C'est pourquoi, et ça c'est très important de le comprendre, et c'est très important de l'expliquer aux gens qui le comprennent aussi, c'est pourquoi la monnaie unique c'est la solution, parce qu'on peut créer toute la monnaie dont on a besoin sans avoir à subir une dévaluation, puisque c'est la seule monnaie. On ne va jamais manquer d'argent. On ne sera pas limité par une quantité de métal précieux ou par la volonté de quelques-uns d'emprunter ou de prêter de l'argent. Avec une monnaie unique que l'on peut créer en grande quantité sans être dévaluée, on ne va jamais manquer d'argent pour alimenter l'économie et pour éviter les récessions. Oui, la monnaie unique, ça voudra dire que les pays devront abandonner une partie de leur souveraineté, et une partie importante. Mais il est temps maintenant d'unifier l'humanité, qu'on se sente tous faire partie de la même humanité et créer une civilisation planétaire. C'est la clé pour atteindre la prospérité et la paix mondiale. Donc la monnaie unique, c'est une importante partie de la solution, mais c'est pas suffisant. Vous pouvez créer toute la monnaie dont vous avez besoin, mais il faut aussi que la monnaie circule et ne s'accumule pas quelque part. Et c'est le problème suivant pour lequel on doit trouver une solution, qui est l'accroissement permanent de la dette du gouvernement pour essayer de maintenir le niveau de l'activité économique. Ceux qui accumulent la monnaie ne veulent pas en fait le garder à cause de l'inflation et vont le convertir en achetant des biens. Ils achètent du terrain, des propriétés, des entreprises, des actions. Mais ça peut être encombrant ou risqué. Et le moyen le plus facile et le plus sûr de le faire, c'est de prêter de l'argent au gouvernement. De cette manière, l'argent qui est accumulé par les propriétaires des moyens de production est recyclé au travers des dépenses du gouvernement. La dette du gouvernement augmente toujours plus, et c'est pas une situation durable car ça conduit à un effondrement et une dépression. Donc on doit trouver une solution où le gouvernement n'a pas besoin d'emprunter de l'argent pour maintenir l'économie. On a déjà vu que le gouvernement devait nationaliser les banques, être propriétaire des banques, et créer sa propre monnaie sans dette. Donc il peut créer maintenant tout l'argent dont il a besoin sans l'emprunter de quelque part. Mais on a toujours un problème parce que les propriétaires des moyens de production vont toujours accumuler l'argent. Et la seule façon de le recycler, ça sera d'acheter des biens, tous les biens possibles. Et les propriétaires des moyens de production vont accumuler toute la richesse. Ils vont déposséder les consommateurs de leurs propriétés, de leurs terrains, et le gouvernement de tous ces biens, à cause de leur besoin de convertir leur argent en biens. Bon, ici on a une solution qui existe déjà, c'est le modèle communiste. Si une communauté est propriétaire de ses moyens de production, c'est la communauté qui va s'enrichir et accumuler tout l'argent. Elle va accumuler tous les profits et va les redistribuer à la communauté. C'est un modèle qui cette fois-ci est durable. Mais si on nationalise tous les moyens de production, eh bien on crée un autre problème. On restricte pas mal de liberté. La liberté de choisir son métier, de créer sa propre entreprise, de réaliser ses idées, ses projets. C'est mettre fin à la liberté d'entreprendre, ce qui a été un facteur énorme de progrès. Le communisme ne donne pas suffisamment de motivation à la population pour contribuer au progrès. Ceux qui contribuent le plus à la société devraient être récompensés en proportion de leur contribution. Donc la solution qu'on va présenter, c'est pas le communisme, c'est ce qu'on a appelé l'humanitarisme. Ce système recherche le bien-être de toute l'humanité, d'où son nom. Il préconise la création d'un gouvernement mondial, d'une monnaie unique et d'une langue mondiale, comme nous l'avons déjà vu, mais aussi l'abolition de la propriété privée sans établir le communisme. Il n'y a plus de propriété, à l'exception, comme on va le voir, de la maison familiale. Il n'y a plus de propriété parce que tout est loué.
on est venu sur Terre avec rien, et quand on va mourir, on partira avec rien, et même les atomes et les molécules qui nous constituent sont juste empruntés, car il y a un flux constant de la matière qui nous renouvelle, et elle est juste empruntée. Donc, nous ne possédons rien, la communauté possède tout, et loue aux individus tout ce qu'ils ont besoin. On ne vend pas, on va louer, on n'achète pas, on va emprunter, pour une durée maximale de temps de 49 ans. Et après une période de 49 ans, on le retourne à la communauté. Prenons l'exemple d'un homme, âgé de 21 ans, qui a juste fini ses études, qui démarre sa vie professionnelle. Il peut choisir sa profession et travailler pour un salaire, ou il peut créer sa propre entreprise, et s'il crée sa propre entreprise, ça lui appartiendra jusqu'à sa mort. Mais quand il meurt, elle appartiendra à la communauté. Il peut décider d'arrêter de travailler pour son entreprise, mais il ne peut pas la vendre. Il peut seulement la louer pour une période maximum de 49 ans. Il peut louer une partie de son entreprise sous forme d'action, mais seulement pour 49 ans. Il peut construire une maison ou louer une maison pour 49 ans, et après 49 ans, il pourra continuer à vivre dans sa maison jusqu'à sa mort. Donc à 21 ans, il peut construire ou louer une maison à la communauté et la payer sous forme de versement mensuel pendant 49 ans. Et à 70 ans, il pourra vivre dans sa maison jusqu'à sa mort. Et après sa mort, la maison peut aller aux enfants où ils pourront y vivre gratuitement. Et s'il n'a pas d'enfants, la maison retournera à la communauté. Si la personne a acquis plusieurs maisons dans sa vie, seulement la maison familiale pourra être transmise aux enfants gratuitement, les autres maisons retourneront à la communauté. Ça revient en fait à l'abolition de l'héritage. Toutes les possessions, toutes les sources de revenus, toutes les choses de valeur retourneront à la communauté quand on meurt, avec l'exception de la maison familiale qui sera transmise gratuitement aux enfants. L'abolition de l'héritage et le système de location va permettre de réaliser 3 choses. Premièrement, l'avènement d'une société plus égalitaire. Tout le monde aura les mêmes opportunités à la naissance. Ça mettra fin aux grandes fortunes qui ont pu s'accumuler sur plusieurs générations. Et tout le monde pourra s'enrichir seulement par son propre travail et son talent. Et deuxièmement, la communauté va progressivement posséder tous les moyens de production, tout en laissant la possibilité à un secteur privé d'exister et de se développer. Il y a toujours la liberté d'entreprendre, la liberté de créer son emploi, et de s'enrichir par soi-même si on le souhaite. Donc on a un peu le mélange des 2 systèmes. Comme dans le communisme, on a un secteur public très développé, ce qui donne à la communauté les moyens de s'assurer que personne ne manque de rien. Mais aussi on donne la possibilité aux gens de s'enrichir et de contribuer à la société par leur propre travail et leurs idées, en leur donnant la liberté d'entreprendre, ce qui est la partie intéressante du libre marché. Une entreprise, normalement, ne peut pas se développer à grande échelle sans l'aide financière de la communauté. Ça veut dire que la communauté va progressivement acquérir les grandes entreprises, ce qui va assurer que le secteur privé joue un rôle mineur dans toute l'économie. Et par conséquent, des individus privés n'auront pas le pouvoir et les moyens de contrôler toute la communauté. La communauté va progressivement acquérir toutes les corporations et toutes les entreprises qui sont essentielles aux besoins de la population, comme l'énergie, le transport, le logement, l'alimentation. La communauté va pas chercher à faire du profit aux dépens du consommateur. Au contraire, elle peut même produire à perte. Tout ce que la communauté possède peut être gratuit. En plus de ça, le remplacement de la propriété par un système de location
va décourager l'accumulation de richesses. Pourquoi posséder plusieurs maisons, plusieurs voitures, plusieurs bateaux, quand on doit payer des loyers sur chacun d'eux? On ne peut pas les utiliser tous en même temps. Accumuler de la richesse matérielle coûtera cher, et ça sera un gaspillage d'argent. Les gens ne possèdent rien, ils payent juste pour l'utilisation des choses dont ils ont besoin. Tout retourne à la communauté après utilisation ou après une limite de temps de 49 ans. La monnaie n'est pas sujette à l'inflation. Au contraire, la communauté qui ne cherche pas à faire du profit va réduire le prix de ses produits et de ses services lorsqu'il y aura des gains de productivité. Ça sera plus intéressant pour les riches de garder l'argent qu'ils ne dépensent pas, plutôt que d'investir, mais en fait louer des biens matériels comme les terrains, les propriétés, qu'ils n'utilisent pas. Et ça n'empêchera pas les autres d'en profiter. Que la monnaie qui s'accumule parce qu'elle n'est pas convertie en biens et n'est pas prêtée ne circule plus dans l'économie, eh bien ce n'est plus un problème, puisque maintenant la communauté peut créer de l'argent quand elle en a besoin. Elle n'a plus besoin d'emprunter aux riches pour les empêcher d'acquérir les biens matériels et d'y posséder la communauté. Bien que ce système permette toujours l'enrichissement, c'est quand même un progrès énorme en ce qui concerne la distribution de richesses et les inégalités. Et ça donne à la communauté les moyens de s'occuper des pauvres, des malades et de tous les besoins essentiels de la communauté. Mais il nous reste un dernier grand problème à solutionner, c'est la perte des emplois et du pouvoir d'achat causée par les machines intelligentes.